J'attends peut-être le feu vert. Qu'est-ce qu'il a dit, le technicien? Je crois qu'on est bon. On est bon? Je crois On peut qu'on est bien. commencer? C'est bon? Ouais. Est-ce que je prends le micro? C'est pas nécessaire. Tu veux que je te laisse la place? Non, je vais rester debout, c'est pas nécessaire. De toute façon, l'important c'est que la captation se fasse sur la conférence elle-même. Voilà, bonsoir à tout le monde, hein, on est ravis de vous recevoir. Et ravi donc de recevoir Claire Delahaye, qui est maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel et qui est spécialiste de toutes ces questions qui tournent donc autour du droit de vote. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, on l'a invitée, même si elle a un emploi du temps ces derniers temps qui est particulièrement chargé. Pourquoi? Parce que la question, évidemment, c'est une question qui est, cette année, au concours de l'agrégation, dans le tronc commun, et on essaye de perpétuer la tradition qui avait été établie donc, par l'ancienne présidente de l'Institut franco-américain, Madame Liliane Kerjean, qui veillait toujours à ce que l'on ait un lien entre l'Institut et l'université, et notamment les jeunes étudiants qui préparent l'agrégation. Donc, c'est la raison pour laquelle, tous les ans, on a une conférence qui porte sur l'une des thématiques proposées au concours. Et donc aujourd'hui, Claire Delahaye va nous représenter les femmes, stratégie politique et médiatique du mouvement pour le droit de vote des femmes aux États-Unis, 1890-1920. Nous la remercions et nous lui cédons la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreuses en cette froide journée de janvier pour venir écouter cette présentation sur le droit de vote des femmes. Alors avant de commencer, je voulais bien sûr remercier l'Institut franco-américain de son chaleureux accueil. C'est vraiment un plaisir d'être là. Je voulais vous remercier, Virginia, particulièrement pour votre accueil cet après-midi, et Gilda également, qui a eu la gentillesse de venir me chercher tout à l'heure et de me montrer un petit peu cette très belle ville de Rennes que je connais finalement assez peu. Donc je suis vraiment contente d'être là, et donc je vais vous présenter cette question en me focalisant particulièrement sur une période avec laquelle je suis plus familière. Et donc moi j'ai travaillé en thèse en fait sur Woodrow Wilson, le président et le mouvement pour le droit de vote des femmes aux États-Unis. Et maintenant je travaille en fait sur les questions de mémoire du mouvement et donc plutôt sur une période après, sur les années 1920-1960. Donc mais aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cette période particulière entre 1890 et 1920. Alors pour commencer, je voulais vous raconter l'histoire d'un couple qui s'appelle les Roop. Alors c'est Martha and Lawrence Roop qui font la une des journaux américains au mois d'août 1913. Alors imaginez, Martha Roop est une suffragiste. Elle se rend sur la 5e avenue pour participer à un rassemblement en plein air au cours duquel elle doit faire un discours. Donc elle commence son discours et puis d'un coup, on entend « Et mon dîner alors ?» Qu'est-ce que « Et mon dîner alors ?» Et là, en fait, c'est son mari, Lawrence, qui est venu sur place et qui vient se plaindre parce que sa femme n'a pas fait son dîner. Donc, les journaux américains, toujours friands de ce genre d'anecdotes, vont un petit peu publier sur ce couple. Et puis, donc, quelques jours après, un journaliste du New York World se rend chez Lawrence et Martha, qui habitent à Brooklyn. Et alors, il mène l'enquête et il arrive et il se rend compte que les enfants sont bien là. Ils ont 5 enfants. Martha a bien fait à dîner. Elle a fait du poisson. Elle a fait une tarte pour le dessert. Il y a même du café. Par la suite, il va interroger plusieurs suffragistes pour leur demander alors qu'est-ce qu'elles pensent de cette anecdote. Donc, vous avez des suffragistes qui quand même déplorent la vision de ce mari qui a interrompu une conférence pour dire à sa femme de venir préparer le dîner à la maison. D'autres disent que quand même une femme qui part au moment du dîner, est-ce bien raisonnable? Et puis bien sûr, les opposantes au droit de vote sont toujours parties pour évidemment déplorer cet engagement des femmes dans la sphère publique, et elles feraient bien mieux d'être au foyer. Donc cette anecdote croquignolesque en fait est intéressante parce qu'on voit que le mari, Lawrence, renvoie sa femme qui s'engage dans le mouvement pour le droit de vote des femmes à la place qui lui est assignée, selon lui, la maison et l'espace domestique, et plus particulièrement la cuisine. Alors
cette anecdote, elle montre aussi une forme de renversement des rôles de genre dans une dimension presque carnavalesque, puisque c'est la femme qui a pris le pouvoir. Alors, lorsque le journaliste décrit son arrivée dans la maison des Roop, il dit que c'est Madame Roop finalement qui a pris le pouvoir à la maison. Et puis le mari, c'est une figure qui est un peu ridicule, qui est ridiculisée aussi, mais qui est aussi inquiétante parce que en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à des jeunes garçons de suivre sa femme dans les rues et de l'invectiver en lui disant pourquoi n'es-tu pas à la maison, pourquoi n'es-tu pas à la maison. Donc, ce que cette anecdote montre aussi, c'est que quelque part, l'émancipation d'une femme, celle de Martha Roop, qui participe à ces associations suffragistes, c'est finalement l'oppression des hommes et de son mari, qui est donc présenté comme très malheureux. Donc, les journaux instrumentalisent cette histoire pour avoir un discours sur le mouvement pour le droit de vote. Donc, ce que ça montre, c'est que les femmes qui sont engagées dans ces mouvements, les suffragistes, doivent sans cesse négocier, composer avec les assignations de genre, et elles sont toujours accusées de troubler la paix des ménages et de rompre, de déconstruire l'espace domestique. Donc ce que ça montre, c'est que pour beaucoup d'Américaines et d'Américains, le combat pour le droit de vote à cette époque rompt un certain équilibre domestique. Un certain équilibre domestique, mais aussi culturel et social, ce qui montre qu'un progrès politique, qui serait celui du droit de vote des femmes, est présenté comme un danger pour la société dans son ensemble. Donc ça montre qu'il y a une politisation du privé, puisque l'espace domestique, c'est un enjeu de discours sur le rôle et la place des femmes en politique et dans la vie publique. Donc, si j'ai passé un petit peu de temps sur cette anecdote en introduction, c'est parce que, selon moi, elle révèle la façon dont le droit de vote des femmes est appréhendé dans la presse et discuté par des Américains et des Américaines à cette époque. En effet, on y retrouve des figures, la suffragiste abandonnant son foyer, le mari bougon est déçu, également les autres figures d'activistes qui prennent position, et quelque part, ces archétypes qui sont mobilisés par la presse illustrent l'importance des représentations sur le mouvement. Et donc, c'est cette question sur laquelle je vais essayer de me concentrer aujourd'hui. En effet, si je parle de représentation, c'est pour vous parler tout d'abord de l'image, c'est-à-dire de l'image des femmes, de la façon dont elles sont perçues, la façon dont elles doivent se comporter. Ça renvoie aussi, selon moi, à une forme de mise en scène des individus et des identités. Et puis, peut-être, on pourrait parler de dynamique de performance dans le sens où on peut penser qu'il y a une forme de théâtralité, de théâtralisation des identités, scènes de théâtre que l'on retrouve finalement dans ces articles qui, quelque part, sont plutôt dignes d'une farce domestique qu'autre chose. Le deuxième point, c'est que si on parle de représentation, ça permet aussi d'essayer de penser la question politique, puisque le droit de vote, les femmes se battent pour le droit de vote, donc pour avoir accès à un instrument de représentation dans le cadre d'une démocratie représentative. Donc, pour pouvoir être représentées politiquement, pour que l'on puisse entendre leur voix, elles demandent le vote. D'autre part, cela renvoie aussi au contexte de l'époque dans son ensemble, c'est-à-dire à la façon dont la culture américaine à l'époque façonne les rôles des hommes et des femmes, donc on pourrait dire les rôles de genre, ce que les hommes et les femmes doivent faire, comment ils doivent se comporter en tant qu'hommes et femmes. Donc il me semble que cette idée de représentation que je voulais mettre en avant dans cette introduction et dans l'ensemble de ma présentation, c'est un concept qui est quelque part au croisement entre la politique, puisque j'ai parlé de représentation démocratique, la culture, l'image des hommes et des femmes et la façon dont ils doivent se comporter, et l'idéologie. Donc, une des questions que je vais poser aujourd'hui, c'est comment les Américaines et les Américains, pendant cette période,
pensent, comprennent leur environnement, agissent dans ce contexte et bien sûr, plus spécifiquement, comment est-ce qu'ils envisagent la question du droit de vote des femmes. Alors cette question du contexte, elle m'amène à vous donner peut-être quelques petits repères avant de commencer ma présentation. Alors, vous avez vu, je ne parle que d'une période très spécifique, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec le mouvement pour le droit de vote des femmes dans son ensemble. Donc, c'est un mouvement qui a pris son essor au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, grâce à de nombreux mouvements, ce qu'on appelle des mouvements de réforme, comme par exemple des mouvements religieux, comme le réveil évangélique, qui sont en fait des mouvements au cours desquels les Américains et les Américaines se réunissent, prêchent et parlent aussi de la question de la salvation des individus. Et en fait, ce mouvement évangélique va donner naissance à une philanthropie très importante, donc des organisations, par exemple pour lutter contre le jeu, pour lutter contre le travail, le non-respect du repos dominical, et les femmes vont beaucoup s'engager dans ces associations. Donc ça, c'est une des premières influences. Une autre influence, c'est le mouvement contre l'alcool, qu'on appelle le mouvement de tempérance, qui est le mouvement le plus important aux États-Unis au XIXe siècle. Donc les femmes sont également très engagées dans ces mouvements-là. Ensuite, vous avez d'autres mouvements comme les mouvements contre la prostitution, contre le jeu, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais surtout, le mouvement le plus important, c'est le mouvement contre l'esclavage, que l'on appelle aussi l'abolitionnisme. Et donc, à partir des années 1830 aux États-Unis, beaucoup de femmes vont s'engager dans ces mouvements-là, et grâce à cet engagement, elles vont acquérir une expérience et un apprentissage intellectuel et pratique et politique. Donc elles vont apprendre à parler en public, elles vont donner des conférences, elles vont participer à des publications, et puis à travers des échanges intellectuels et des débats, elles vont réfléchir aussi à leur propre position sociale. Donc ces mouvements ont joué un rôle très important dans le développement des mouvements pour les droits des femmes. Alors au XIXe siècle, les femmes n'ont pas une situation légale très enviable. Si elles se marient, elles perdent tous leurs droits. C'est ce qu'on appelle le coverture en anglais. Donc c'est le mari qui notamment a les droits sur la propriété de sa femme. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si une femme se marie, elle perd les droits sur ses biens. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc les femmes se battent pour avoir accès à l'éducation. Elles veulent entrer dans les universités. Elles veulent avoir accès à certaines positions sociales. Donc c'est un mouvement qui, au XIXe siècle, qui se base sur beaucoup de choses, le divorce, le droit à la propriété. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais donc, à travers tous ces mouvements, va commencer petit à petit à se développer un mouvement plus spécifiquement sur la question du droit de vote des femmes. Donc, ce mouvement, il prend de l'élan dans les années 1840-1850. Alors, on parle souvent de Seneca Falls, la convention de 1848, qui est une convention qui a lieu à New York, où les femmes écrivent un pastiche de la Déclaration d'indépendance, où elles disent « les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit ». Donc, ce n'est pas seulement men, c'est men and women. Et alors, il faut savoir que lors des débats de cette convention, la question du droit de vote, elle est mise en avant, et puis, en fait, elle fait débat. Ce n'est pas du tout une question qui fait consensus. Et c'est un homme, l'ancien esclave Frederick Douglass, que vous connaissez peut-être, qui, lui, s'est exprimé en faveur du droit de vote des femmes. Et c'est comme ça que cela a été pris en compte. Donc, Seneca Falls, c'est une convention parmi d'autres qui se déroule à la fin des années 40 et au début des années 1850. Alors, le mouvement prend son essor et puis en fait vient la guerre de sécession. La guerre de sécession, 1861-1865. Alors au cours de la guerre, beaucoup de femmes abandonnent leurs engagements pour se consacrer à l'effort de guerre. Et à l'issue de la guerre de sécession sont votés plusieurs amendements
que vous connaissez peut-être. Donc, l'amendement, le 13e amendement qui annonce la fin de l'esclavage en 1865, le 14e amendement en 1868 qui donne la citoyenneté à tous les Américaines et Américains nés sur le territoire, et puis finalement 1870, le 15e amendement qui donne le droit de vote aux hommes noirs. Et c'est cet amendement qui va créer des tensions au sein du mouvement des droits pour les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines femmes qui pensent qu'il faudrait un amendement qui donne le droit de vote aux hommes et aux femmes blancs et noirs. D'autres qui pensent qu'au contraire, il faut vraiment profiter de cette occasion pour pouvoir donner le droit de vote aux Noirs. Et donc, les organisations se disputent, se déchirent, et elles vont se réconcilier à la fin du 19e siècle. Donc, en 1890, naît l'Association nationale, et c'est donc au début de la période que j'ai choisi d'étudier aujourd'hui. Ensuite, pour vous donner d'autres points de repère, en 1920, qui est donc la deuxième date que j'ai choisie, parce que c'est aussi la période que je connais et maîtrise le mieux, mais pas seulement, c'est là où est adopté le 19e amendement, un amendement qui, il faut le rappeler, donc interdit de discriminer pour des raisons de sexe. Donc, ce que ça veut dire derrière ça, c'est que, ça c'est important d'insister là-dessus, il n'y a pas de droit de vote garanti par la Constitution américaine. La Constitution américaine ne garantit pas le droit de vote. En fait, l'amendement, le 19e amendement dit on ne peut pas discriminer pour des raisons de sexe, mais on peut discriminer pour d'autres raisons. Et donc, c'est ça qui va mener finalement au Voting Rights Act de 1965, qui est donc la fin en fait du programme d'agrégation. Et donc, c'est une loi qui supprime tous les obstacles tels que, par exemple, l'acquittement d'un impôt. En fait, dans les États du Sud, pour empêcher les Noirs de voter, on demandait, par exemple, de s'acquitter d'un impôt pour pouvoir voter. Ou bien, il y avait des lois qui introduisaient des tests d'alphabétisation. Ou bien il fallait posséder de la propriété pour pouvoir voter. Donc il y avait des moyens, des lois qui étaient passées pour pas interdire le vote directement, mais pour essayer de discriminer à l'encontre de certaines populations, les plus pauvres et les personnes de couleur. Donc, pour résumer tout ça, ce sont des générations d'hommes et de femmes qui se sont battus pour leurs droits dans des contextes très différents. Donc, c'est important de se souvenir qu'il y a eu des changements politiques, économiques et sociaux importants et que, également, ce que signifie être une femme ou être un homme a pu changer au cours de cette période, tout comme ce que l'on pense du bulletin de vote. Qu'est-ce que le droit de vote ? Alors, le droit de vote, ça peut être considéré comme la reconnaissance de la citoyenneté. Vous êtes citoyen, vous avez le droit de vote. Mais ça peut être aussi, donc ça peut être une reconnaissance de votre appartenance au corps politique de la nation. Ça peut être considéré comme un droit naturel. Tout le monde a le droit de vote. Ou bien ça peut être considéré comme un privilège, c'est-à-dire accordé à celles et ceux qui le méritent. Par exemple, les personnes éduquées. Dans la période qui m'intéresse, on parle beaucoup de educated suffrage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire educated suffrage ? Dans cette période de forte immigration aux États-Unis, educated suffrage, ça peut vouloir dire les personnes qui ne sont pas immigrées, qui parlent anglais, par exemple. Donc, vous voyez, le droit de vote peut signifier plein de choses. Ça peut être aussi un instrument pour nettoyer la politique. Alors, vous avez souvent des représentations des femmes avec des balais, donc c'est le symbole de nettoyer la politique américaine, donc se débarrasser de la corruption. Ça peut être aussi un moyen de faire la différence entre les vraies Américaines et Américains et les autres. Et donc, cette vision du vote, elle évolue en contexte, elle évolue dans l'histoire, et puis elle peut être influencée par le contexte politique spécifique, des dynamiques raciales, des dynamiques de classe. Donc, beaucoup de suffragistes vont demander le droit de vote en disant que c'est un droit naturel, mais pas toutes. D'autres, en fait, vont dire que les femmes doivent voter parce qu'elles sont meilleures que les hommes, par exemple, elles sont plus morales. Ou bien d'autres vont dire que les femmes blanches doivent voter parce qu'elles méritent plus le droit de vote que les personnes noires. Donc, la période qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est une période que l'on appelle la période progressiste. Donc, c'est assez compliqué d'expliquer parce que ce qu'on entend par progressisme, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour résumer très brièvement,
Ce que ça veut dire, c'est que c'est une période où les Américaines et les Américains sont très engagés dans la politique et la sphère publique. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations. On parle de sphère publique revitalisée. Ça veut dire que les Américains vont à des conférences, s'organisent et pourquoi? Alors, ils s'organisent pour plein de choses. Par exemple, les femmes s'organisent en club pour pouvoir nettoyer les villes. Donc, elles s'occupent de faire des parcs, de ramasser des ordures, ce genre de choses. Vous avez des Américains qui s'engagent contre la toute-puissance des grandes corporations américaines. Ça, c'est vraiment une question qui occupe aussi les Américaines et les Américains à l'époque, puisque vous avez eu la révolution industrielle et de très grandes entreprises créées, et beaucoup de citoyennes et de citoyens sont inquiets du pouvoir grandissant de ces grandes entreprises. Pardon. Oui, et puis, donc on a un engagement accru dans la sphère publique, et certains historiens disent qu'en fait, ce qui caractérise vraiment la période progressiste, c'est en fait la passion pour le débat. Et que vraiment, c'est ça peut-être qui caractérise le plus. C'est une période démocratique dans ce sens-là, où les Américains sont passionnés de débat. Mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est une période très compliquée pour des franges de la population américaine, par exemple les populations noires, puisque c'est une période où vous avez les lois Jim Crow qui discriminent à leur encontre, qui sont adoptées dans les États du Sud. Et puis, c'est une période où il y a malheureusement beaucoup de lynchage. Donc une des questions que je vais me poser aujourd'hui, c'est comment les idées suffragistes, se sont diffusées dans le corps social. Se sont-elles diffusées dans le corps social? Alors, on va voir que c'est par l'éducation, la culture de l'imprimé, par l'organisation du mouvement politique et social qui utilise la publicité et la culture comme vecteur de ces idées. Donc on a d'ailleurs dans les années 1890 un processus d'institutionnalisation du suffragisme par l'organisation collective en association toute puissante. Donc tout d'abord, je vais m'intéresser à la question de l'inscription des femmes dans le champ politique, et je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment les suffragistes ont-elles cherché à montrer qu'elles étaient de bonnes citoyennes, dignes du droit de vote? Alors la première chose, c'est qu'elles vont essayer de montrer qu'elles ont un savoir-faire politique. Alors, je vous l'ai dit, les femmes s'engagent dans des associations, dans les clubs. Leurs propres organisations sont véritablement politiques. Les associations suffragistes sont de vrais partis politiques. Elles sont organisées. Enfin, elles veulent montrer que ce sont de partis politiques. Elles empruntent les organigrammes, le vocabulaire des partis. Par exemple, les sièges des organisations suffragistes, il y en a à Washington, elle est surnommée l'ambassade suffragiste de South Embassy, qui donc montre bien que c'est considéré comme un espace qui fait partie du paysage politique. Autrement, dans cette période-là, il y a un élément qui le montre bien, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, au tout début de la guerre mondiale, vous avez beaucoup de publications sur les savoir-faire politiques des suffragistes. En fait, en avril 1917, je pense à un article en particulier dans le New York Times qui montre en fait qu'elles ont une machine de guerre qui est leur organisation. Et donc, ces capacités d'organisation, ces capacités de savoir mener une campagne politique, tout ça, c'est vraiment très important pour montrer qu'elles doivent avoir le droit de vote parce qu'elles ont déjà l'expérience et le savoir-faire, en fait. Donc, elles s'éduquent et elles se forment à la politique. Et là, vous en avez un exemple sur la slide avec la State Suffrage School de juin 1914. Alors, ça, c'est organisé dans l'État du Wisconsin. Et en fait, c'est une véritable semaine de formation. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire avec la distance, mais ça dit, je cite, « A training course in citizenship for the people of Wisconsin ». À Wisconsin, pardon. Et d'ailleurs, c'est aussi ouvert aux populations immigrées. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se forment, elles essaient de former d'autres personnes à la citoyenneté américaine, y compris les personnes immigrées. D'ailleurs, les suffragistes animent des écoles d'américanisation pendant la Première Guerre mondiale. Alors, elles mettent en scène leur expérience de la politique en organisant un lobby que je qualifierais de public. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un lobby qui soit caché dans les antichambres, les antichambres du Congrès, au contraire, elles font tout pour que ce soit très visible. Donc, en fait, elles montrent qu'elles n'ont pas le pouvoir que leur donnerait le droit de vote. Elles exploitent leur exclusion du champ politique en rendant leur lobbying public, en faisant constamment de la publicité autour de leurs activités. Donc, elles organisent une pression patiente
constante sur le Congrès et le président. Donc là, vous avez un exemple, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est la Maison-Blanche. Et là, en fait, c'est une délégation qui est reçue en juin 1914 à la Maison-Blanche. Et donc, vous avez vu toutes ces femmes qui font la queue pour rentrer dans la Maison-Blanche. Et donc, oui. Alors, elles souhaitent être reconnues comme des femmes politiques aguerries grâce à leur organisation minutieuse. Et là, je vous donne un exemple du lobbying. C'est en fait une fiche qui était utilisée pour rencontrer les parlementaires. Et donc, vous voyez que vous avez le nom du parlementaire, l'État, le parti, ensuite le positionnement concernant l'amendement pour le droit de vote des femmes, où est-ce que l'entretien s'est déroulé et quel a été le but de cet entretien. Et alors donc, effectivement, les suffragistes vont mettre en point un système d'information assez incroyable qu'on peut voir d'ailleurs quand on va au musée à Washington, Sewell Belmont. Vous avez des exemples de ces fiches et elles avaient une dizaine de fiches par parlementaire à peu près, avec toutes les informations qu'elles pouvaient glaner. Donc, ce sont vraiment des machines politiques importantes. Alors, elles participent également à la politique des partis. Et il faut noter que l'élection de 1912 est un tournant important, puisque pour la première fois, vous avez un candidat à la présidentielle qui se déclare en faveur du droit de vote des femmes et qui a à ses côtés des femmes reconnues comme suffragistes engagées dans la campagne. Alors, les femmes essaient également de s'engager dans le débat politique en mobilisant les femmes qui peuvent voter. Donc là, vous avez ce charmant petit âne qui donc représente le Parti démocrate. Et effectivement, vous avez des femmes, vous avez une carte de 1919 qui vous montre tous les endroits où les femmes pouvaient voter. Donc en fait, si vous regardez la légende, peut-être c'est un petit peu loin pour certaines et certains d'entre vous, vous avez full suffrage en blanc, primary suffrage avec les étoiles, presidential suffrage, presidential and municipal suffrage. Ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup de différentes sortes de droits de vote. Il y a le droit de vote à toutes les élections, mais les femmes, par exemple, avaient très souvent le droit de vote pour les élections des écoles, parce qu'on considérait que ça faisait partie un petit peu de leur domaine de prédilection. Donc, oui, donc les suffragistes vont essayer de mobiliser celles qui ont déjà le droit de vote pour les encourager à voter contre ceux qui s'opposent au droit de vote des femmes. Donc, je viens de parler de l'opposition au... je crois que j'ai un petit souci. Voilà. Oui, pardon. Oui, je voulais parler... Excusez-moi. Oui, donc je voulais parler à présent de la mise en scène de l'exclusion politique des femmes. Alors, ici, vous avez deux images qui, en fait, correspondent à la procession organisée le 3 mars 1913. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez le programme, puis vous avez une photo qui est issue de cette manifestation. Et vous voyez qu'en fait, c'est quasiment la même chose. On retrouve la femme sur son cheval. Alors là, c'est Inez Milholland. Et là, vous avez bien sûr le Capitole en fond. Et là, quand vous regardez le programme, on a vraiment l'impression que ces femmes vont prendre le Capitole d'assaut. Et c'est donc quelque chose de très important. Les suffragistes, avec cette manifestation, elles mettent en scène en fait le fait que les femmes ne sont pas incluses en politique. C'est vraiment une façon de montrer par la manifestation qui a lieu la veille de l'investiture de Wilson. En fait, il faut savoir que les femmes ont demandé l'autorisation de manifester le jour de l'investiture, le 4 mars. On leur a refusé. Donc, du coup, elles font une manifestation la veille, une manifestation qui montre très bien à la fois la puissance politique des femmes, mais aussi leur exclusion de la vie politique. En 1900, je vous donne un autre exemple d'une autre investiture. En 1917, la deuxième investiture de Wilson, les femmes, cette fois-ci, font le tour de la Maison-Blanche toute l'après-midi, sous la pluie, qui est une autre façon de montrer qu'en fait, elles n'ont pas accès à cet espace de politique américain. Donc, elles montrent qu'elles sont tenues en dehors des lieux de pouvoir et effectivement, elles organisent toujours des manifestations devant les lieux de pouvoir, sur les marches, devant les grilles, pour vraiment théâtraliser le fait qu'elles soient exclues de ces lieux. Et d'ailleurs, elles théâtralisent très souvent leur rentrée dans les lieux de pouvoir ou dans les espaces politiques où elles n'ont pas leur place.
Alors, elles vont aussi, troisième point ici, pour convaincre l'opinion américaine qu'elles sont dignes du droit de vote, elles vont aussi forger une image de la citoyenneté idéale. En fait, elles essaient, il y a toute une stratégie pour essayer de rassurer l'opinion publique qui s'inquiète du pouvoir politique des femmes et qui a peur, on l'a vu en introduction tout à l'heure avec l'exemple des RUP, que les femmes désertent le foyer. Alors là, vous avez un exemple intéressant, à mon sens, qui est celui des restaurants. En fait, les suffragistes vont ouvrir beaucoup de restaurants dans les villes américaines. Alors bien sûr, c'est une façon de récolter des fonds pour la cause, mais c'est aussi en fait une façon de montrer que les suffragistes savent faire la cuisine, que ça les intéresse et que ça a bien sûr aussi une vocation sociale de servir des restaurants à des prix modiques. Mais c'est quand même une façon aussi d'associer le combat au fait de faire à manger, donc à une question qui relève de la domesticité. Alors, une autre façon de montrer une autre figure de la citoyenneté idéale, c'est le fait de dire que les suffragistes sont très belles et qu'elles sont à la mode. Alors ça, c'est une illustration qui a été publiée dans le New York Tribune en 1911 qui s'appelle The Type Has Changed. Et donc, vous voyez bien ici qu'il y a le symbole d'un changement de génération suffragiste avec une génération du 19e siècle qui est présentée plutôt avec un habit un petit peu, dirons-nous, peut-être un peu moins féminin que celui de droite. Et donc, on voit en fait, il me semble que cette image, elle est intéressante parce qu'elle montre le changement de représentation des suffragistes dans la culture populaire, où les suffragistes sont belles et aiment la mode. Et ça, on retrouve beaucoup cette thématique de la mode pour dire que les suffragistes sont bien habillées. Alors, Kat, par exemple, il y a beaucoup d'articles sur le fait qu'elle est toujours bien habillée, que c'est très important pour elle et que c'est une façon de donner du crédit à la cause. Alors, les militantes les plus belles sont mises en avant. Donc, c'est le cas de Ines Milholland, qui est constamment, qui est celle, donc vous la voyez là-bas à droite, qui est toujours celle qui ouvre les parades à cheval. Et elle était considérée, si vous voulez, un petit peu comme la jolie suffragiste. Alors, il y a beaucoup de ses portraits qui sont publiés dans les journaux. Et en fait, alors Ines Milholland, elle a un destin un petit peu tragique parce qu'elle meurt en fait en 1916 lors d'une tournée de conférences qu'elle fait dans l'ouest des États-Unis. Et là, c'est la photo centrale que je vous ai mise. C'est la première fois qu'une femme a eu les honneurs d'une cérémonie funèbre au Capitole. Donc, les suffragistes ont réussi à organiser une cérémonie en son honneur au Capitole. Et c'est la première fois qu'une femme a eu ces honneurs-là. Donc, c'est Ines Milholland. Et une fois de plus, ça montre aussi le fait que les femmes sont exclues du Capitole, même si cette cérémonie a lieu. Donc, elle prend un sens politique important. Alors, dernier point, sur les questions de la citoyenne idéale, le problème, en fait, c'est que dans toutes ces représentations et dans toutes ces photographies, il n'y a pas de femmes noires. Et ça, c'est un choix délibéré des suffragistes de ne pas mettre en avant les militantes noires. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la citoyenne idéale, elle n'est pas noire, elle est blanche. Par déduction. Alors là, on a une photo, c'est une des très rares photos que l'on a, qui est une photo de Ida Wells Barnett en 1913 à une manifestation. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en fait, on n'a pas le négatif original. Donc, on reproduit cette photo, qui est une des rares photos dont on dispose d'une militante noire. Donc, elles sont invisibilisées par le mouvement, mises à la marge, dans l'image du mouvement. Alors, je vais passer à présent à mon deuxième point de cette présentation, qui s'intitule « Mobiliser l'opinion publique, faire de la politique une politique spectacle ». Donc, ce qui m'intéresse, c'est de parler un petit peu de la façon dont les suffragistes ont essayé de faire de cette cause une cause omniprésente dans l'espace public américain. Alors, de ce fait, elles essaient de développer des actions politiques spectaculaires pour frapper les esprits, surtout après 1910. Donc cela, à mon avis, cela s'inscrit dans une évolution de la société américaine qui est marquée par la société de consommation, l'image, la publicité, qui modifie en profondeur la culture et la politique américaine. Et l'image est vraiment centrale. Donc la presse joue un rôle majeur dans cette
dans cette évolution, cette période, c'est un petit peu l'âge d'or de la presse. Et donc, les suffragistes, elles produisent un contenu qui doit plaire aux journaux pour être sans cesse dans les journaux. Et elles expliquent, elles avaient une stratégie, par exemple, elles disent le lundi, c'était souvent un jour où il n'y avait pas grand-chose à raconter parce qu'il ne se passait pas grand-chose le dimanche. Donc, on faisait beaucoup d'actions pour qu'on soit relayé dans les journaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée, ça va orienter vraiment leur stratégie. Donc, oui. Donc les suffragistes vont aller des salons dans la rue, c'est-à-dire qu'elles vont essayer vraiment d'investir les rues américaines. Donc elles vont aller dans les marchés, devant les grands magasins, dans les parcs, et elles deviennent véritablement visibles dans l'espace public, d'autant que souvent elles se juchent sur des boîtes à savon, des tribunes de fortune pour commencer un discours sur le droit de vote et attirer un public. Alors, cette présence, elle ne va pas de soi. Donc, parfois, les suffragistes sont un petit peu bousculés, raillés, et elles ont des stratégies où elles utilisent la voiture, par exemple, qui est une façon d'avoir une tribune qui les protège un petit peu si la foule est un petit peu pressante. Alors, elles organisent des tournées de conférences aussi dans les espaces ruraux, dans les marchés, dans les églises, dans tous les espaces de sociabilité. Alors là, vous avez un exemple à droite qui est un exemple de boutique suffragiste itinérante. Donc elles ouvrent des boutiques dans lesquelles elles vendent évidemment des tracts, des brochures, des objets aussi pour financer la lutte. Là, vous avez donc avec la torche de la liberté, donc vous avez une suffragiste qui tient la torche de la liberté, et elles avaient donc trouvé cette technique de vente ambulante pour aller aussi prêcher la bonne parole auprès des Américains et des Américaines dans la rue. Donc, leur présence dans l'espace public, elle est également symbolique avec la propagande et la culture de l'imprimé. En effet, dans les villes américaines, les suffragistes distribuent des pamphlets, elles vendent des journaux. Donc, vous avez ici un exemple d'une jeune femme qui vend le journal The Woman's Journal. Et donc, vous aviez ces jeunes femmes dans les rues qui vendaient des journaux. Donc, la propagande, c'était un élément fondamental des campagnes suffragistes. Effectivement, lorsque les distances étaient grandes, qu'il fallait couvrir un territoire immense et qu'il était parfois difficile de se déplacer, la propagande, c'était centrale pour la sphère publique, notamment pour une sphère publique rurale. En effet, les suffragistes espéraient que les personnes ramènent les pamphlets ou les brochures qu'elles distribuaient chez elles et puis après pouvaient les partager avec leurs voisins. Alors d'ailleurs, elles se soucient aussi de la diversité de la population américaine. Par exemple, elles traduisent leur propagande dans des langues étrangères, par exemple en allemand ou en norvégien dans le Dakota du Sud. Alors les suffragistes vont développer d'ailleurs leur propre publication et leur maison d'édition. Il y a la The Women's Suffrage Publishing Company qui est créée en 1915. Et entre 1915 et 1919, cette maison d'édition a produit plus de 50 millions d'écrits. Je vous donne un autre chiffre. En 1916, elle a publié 5 millions de tracts. C'est énorme. Elles ont fait un travail immense. Donc, elles veulent occuper l'espace public de manière symbolique, je l'ai dit, par la propagande, l'imprimé, mais évidemment aussi de manière très physique. On le voit avec les manifestations. Donc, je vous en ai mis quelques exemples où on voit vraiment... Là, on voit pourquoi est-ce qu'elles s'habillaient en blanc sur la photo. Parce qu'on voit très bien la différence entre le public qui au complet peut-être gris, noir et marron, et puis ces suffragistes qui ressortent dans les photos. C'est intéressant parce que c'est vraiment une stratégie aussi médiatique d'essayer de ressortir sur les photos. Donc vous avez une manifestation qui est intéressante parce qu'il y a des enfants dans cette manifestation. Donc une fois de plus, on pourrait penser que c'est une façon de montrer que les femmes ne vont pas négliger leurs enfants si elles ont le droit de vote. Donc ces manifestations, elles sont très importantes parce qu'elles montrent que les femmes sont dignes du droit de vote, elles se réapproprient une culture politique masculine de la manifestation politique au XIXe siècle, et les femmes, du coup, elles deviennent non plus actrices de ces spectatrices, elles deviennent actrices de ces manifestations. Là, vous avez un exemple de l'organisation de la manifestation en 1913 qui vous montre vraiment à quel point tout était organisé. C'est un plan, en fait. Donc, vous voyez, c'était vraiment très, très bien organisé avec Inez Milholland, dont je parlais tout à l'heure, qui est devant. Puis ensuite, vous avez les différentes délégations. Donc, ça montre aussi que les femmes savent s'organiser, savent organiser une manifestation.
Donc, cette manifestation, elle est importante aussi. En fait, c'est une manifestation qui est organisée à New York en 1917 et en fait, c'est une réponse à un opposant à la cause qui disait: «Mais de toute façon, les femmes ne veulent pas le droit de vote». Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont organisé cette parade où elles portent sur les comment on appelle ça? Cardboards, voilà, elles ont les écriteaux, merci beaucoup, monsieur. Donc, nous avons une entreprise collective ici, les écriteaux. Donc, sur les écriteaux, elles portent le nom des femmes qui ont signé pour demander le droit de vote. Et donc, elles ont montré que plus d'1 million de femmes voulaient le droit de vote à New York. Alors, elles organisent aussi des parades la nuit pour s'approprier les villes. Et puis, elles organisent également des spectacles historiques comme des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux à l'époque, qui sont en fait des spectacles historiques. Donc, elles organisent des actions spectaculaires et sensationnelles. Donc, je vais vous en donner un exemple. En 1912, l'Association pour le droit de vote égalitaire de l'Indiana mit au point un sacré coup de publicité en louant un dirigeable. Alors, l'association avait invité la sociologue et conférencière Elizabeth Barr du Kansas à venir parler de la question du droit de vote. Et pour la promouvoir, elles ont l'idée de louer un dirigeable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les brasseurs de la ville d'Indianapolis. Alors que c'est souvent un mouvement où justement les femmes étaient plutôt contre l'alcool. Ce sont les brasseurs de la ville d'Indianapolis qui leur ont prêté ce dirigeable. Et donc elles se sont déplacées au-dessus de la ville d'Indianapolis. Et dans la ville, il y avait une parade aussi qui suivait le ballon. Et elles lançaient, depuis ce ballon, des pamphlets, mais aussi des badges pour promouvoir la cause. Alors, ça montre en fait que les femmes sont des femmes modernes aussi. Alors, il y a un exemple qui est très important, c'est le fait de conduire une voiture. Alors là, c'est un autre exemple. Les suffragistes Alice Burke et Nell Richardson ont traversé les États-Unis en 1915. En fait, elles ont quitté New York au mois d'avril et elles sont allées jusqu'en Californie, jusqu'à San Francisco plus précisément, puisque cette année-là, il y a l'exposition Panama Pacific à San Francisco. Et donc, elles ont traversé les États-Unis en voiture. Et alors, leurs aventures intrépides font la une des journaux. Alors, elles arrivent même à changer les roues, elles s'embourbent, elles se perdent, mais elles arrivent saines et sauves à San Francisco. Donc, c'est encore une fois aussi une façon de donner de la publicité à la cause. Alors, dernier point, certaines suffragistes vont mener des actions qui, elles, vont être considérées comme radicales. Alors, par exemple, certaines vont décider d'interrompre les hommes politiques pendant leur discours. Alors ça, c'était une stratégie qu'elles utilisaient. Il y a un exemple très connu. Wilson, en 1916, il inaugure un nouveau bâtiment le 4 juillet 1916, et puis Mabel Vernon, qui est une suffragiste, va l'interrompre pendant son discours. Alors ça fait scandale et elle est escortée par les services secrets à l'extérieur de la salle. Alors les suffragistes vont décider à partir de janvier 1917 d'organiser un piquet de grève permanent devant la Maison-Blanche. C'est la première fois que des citoyens ou citoyennes américains font cela. Ce sont les premières à organiser des manifestations devant la Maison-Blanche. Alors au début, tout se passe bien et puis en fait, elles vont être considérées comme radicales et puis comme des dangers à la nation à partir de juillet 1917, puisque les États-Unis entrent en guerre en avril 1917. Et donc, elles commencent à avoir des banderoles où non seulement elles invectivent le président, mais aussi elles disent que finalement, il y a un petit peu une hypocrisie dans l'engagement américain dans la Première Guerre mondiale, puisqu'on fait la guerre pour la démocratie, alors qu'en fait, les femmes n'ont pas le droit de vote. Et là, donc, elles vont être arrêtées, mises en prison. Et là, vous avez des photographies que l'on a de ces arrestations. Et vous voyez des femmes qui ont l'air bien faibles parce qu'en fait, elles ont fait des grèves de la faim pour demander le statut de prisonnière politique. Et donc, elles sont très affaiblies lorsqu'elles sortent de prison. Donc, on voit en fait ici que ces femmes qui remettent en cause de façon assez frontale le pouvoir masculin et le pouvoir du président américain, Woodrow Wilson, elles sont punies, violentées. Et je vais vous donner un autre exemple qui est assez parlant, qui est donc celui de la manifestation de 1913 que j'évoquais
tout à l'heure, le 3 mars 1913, en fait, pendant cette manifestation, il y a des femmes qui vont être agressées par des hommes. Donc, certaines racontent. En fait, on a des témoignages parce que le Sénat va mener une enquête. Et donc, on peut lire les témoignages Et donc, elles racontent certaines ont leurs filles qui se font agresser par des hommes dans la foule, ou elles-mêmes d'ailleurs. Et une raconte qu'elle va trouver un policier, elle lui dit mais regardez ce qui se passe, et le policier dit ah bah ce ne serait pas passé si vous étiez resté à la maison, hein. Donc vous voyez, c'est toujours il y a toujours cette idée que finalement les femmes ont-elles vraiment leur place dans la culture, dans l'espace public américain. Je peux dépasser un petit peu, je peux prendre quelques temps, un peu. Je vais continuer un petit peu pour vous parler de la culture populaire, pour vous parler un petit peu de la façon dont les suffragistes ont mobilisé la culture populaire et politique pour réinventer la place des femmes. Alors, c'est une stratégie qui est fondée sur le pouvoir de la culture populaire pour changer la société états-unienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une période où c'est vraiment l'âge d'or de la presse et de la culture de l'imprimé. Les suffragistes, elles font vendre. Ça, c'est important de se souvenir. Elles font vendre, en fait. Vous avez beaucoup de journaux qui font des numéros spéciaux, droit de vote des femmes, parce que ça fait vendre, ça fait booster les ventes. Donc, ça veut dire quand même que c'est un sujet qui interpelle le public américain dans son ensemble. Alors, elles produisent, je l'ai dit tout à l'heure, du contenu pour la presse. Mais bon, la presse est aussi un espace de débat, il ne faut pas l'oublier, où les femmes échangent, se répondent, notamment par l'intermédiaire de lettres envoyées à la rédaction. Alors, je voudrais parler de la culture visuelle mise en place par les suffragistes. Alors, l'importance de cette culture, elle est symbolisée par la vente des photographies dans les réunions suffragistes. Donc, vous avez vu, il y a plein de photographies qui sont commandées et qui existent sur le mouvement. Et les suffragistes les vendent, en fait, pour essayer de financer la cause. Mais alors, ce qui est surtout important à cette époque-là, c'est la carte postale. En effet, de 1905 à 1917, c'est l'âge d'or de la carte postale américaine. Je vous donne un chiffre pour l'illustrer. En 1908, 700 millions de cartes postales sont envoyées dans le pays. Les Américains adorent et collectionnent les cartes postales. Donc, les suffragistes ne sont pas en reste et vont produire des cartes postales. Alors, par exemple, vous avez celle des Kewpies, qui sont ces bébés que l'on retrouve souvent dans les cartes postales suffragistes, qui est une nouvelle fois une façon de dire que les femmes feront encore des enfants, même si elles ont le droit de vote. Et alors là, vous avez donc... simplement, je vous lis. Vous avez en bas à gauche donc les bébés qui disent Our food, our health, our home, our schools, our play are all regulated by men's votes. Donc, ce qui veut dire nous n'avons pas la voix, nous ne décidons pas sur ces questions qui nous occupent, hein, les écoles, la nourriture, notre santé. Our play, donc c'est parce que les femmes elles ont beaucoup d'associations pour développer les playgrounds, les parcs pour enfants dans les villes. Et puis, donc à droite, vous avez une petite fille qui dit « Je suis un bébé-fille et je vais devoir payer des impôts alors que je n'ai pas de représentation, alors que je ne suis pas représentée politiquement. » Là, au milieu, c'est un poster qui est très beau, je trouve, qui a été fait en 1911 pour la campagne californienne. Et je n'ai pas pu résister à l'idée de vous montrer une carte postale avec un chat, parce que quand même, on parle des chats qui sont partout, les lolcats. Les suffragistes utilisaient des chats pour promouvoir la cause, quand même. Donc, c'est un élément qui est assez intéressant. Donc, les cartes postales, vous avez les cartes postales de suffragistes, mais alors là, je vous ai mis quelques cartes postales d'anti-suffragistes pour vous montrer le type de représentation que les opposants et les opposantes à la cause mettaient en avant pour, évidemment, arguer que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote, puisque, regardez, elles ont une sexualité débridée, ou alors les suffragistes, au moins, ont une sexualité débridée, elles embrassent des hommes inconnus et puis elles montrent leurs chevilles. Vous avez donc cette image centrale qui est très souvent reprise, celle de l'abandon du foyer et de l'homme qui se retrouve avec ses enfants et qui finalement ne sait pas quoi en faire. Et puis, troisième exemple, alors ça c'est un exemple très important puisque Uncle Sam, c'est la représentation de la nation, donc l'idée que la nation sera féminisée ou bien travestie si jamais les femmes ont le droit de vote, c'est quand même un élément qui est très important sur lequel je pourrais revenir éventuellement dans les questions. Donc, pour y répondre, les suffragistes utilisent d'autres représentations des femmes. Alors, elles utilisent également le cinéma, les pièces de théâtre pour faire valoir leur
leur cause qui ont toujours des valeurs didactiques et pédagogiques. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle War Brides et une association suffragiste dit en fait c'est notre meilleur argument de campagne. Donc c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'à travers d'autres formes, des créations artistiques, elles peuvent faire valoir leurs idées. Alors ici, vous avez deux femmes qui, vous le voyez, donc, sont en train de mettre un poster dans la ville pour annoncer une procession, enfin une manifestation suffragiste. Et donc, ça montre l'importance de la culture visuelle dans les espaces urbains aussi. Et donc, on a dans les comptes rendus des associations suffragistes, vous avez des recommandations où on dit aux militantes, il faut absolument être présente partout. Alors, elles avaient des autocollants, des petits posters, et donc on leur demande de les mettre partout. Et aussi dans les districts ruraux, dans les espaces ruraux, sur les arbres, sur les wagons de train, sur les poteaux, sur les barrières. Donc, il fallait vraiment saturer l'espace visuel américain de ces discours en faveur du droit de vote. Alors, les femmes essaient d'investir la culture américaine dans son ensemble, et je vous en donne quelques exemples. En fait, par les objets que les femmes ont produits, elles essaient d'être présentes aussi dans tous les espaces. Donc, par exemple, vous voyez, ici, vous avez une assiette, donc l'espace domestique, vous avez un jeu de cartes, vous avez des poupées, vous avez aussi des écharpes, vous avez des badges. Alors, elles ont produit, en fait, énormément d'objets. Et là, vous avez un exemple. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est annoncé. C'est nouveau. Alors, vous avez de nouveaux objets qui sont à disposition si cela vous intéresse. Donc, des cartes postales, des tasses, des timbres, des calendriers, etc., etc. Donc, elles ont produit un nombre d'objets immense et impressionnant qui permet une nouvelle fois d'être omniprésentes. Alors, elles ont aussi publié, j'ai parlé tout à l'heure des œuvres de fiction, des romans, des nouvelles, pour montrer que la littérature, c'est un agent des changements politiques et sociaux. Elles ont aussi produit des chansons. Par exemple, en 1916, il y a un opéra qui s'appelle Melinda and Her Sisters, qui est monté à New York, au Waldorf Astoria, dans la salle de bal du Waldorf Astoria. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cet opéra, vous avez en fait la mise en scène de manifestations suffragistes, des femmes qui parlent, qui sont sur des tribunes. Donc c'est assez intéressant comme mise en abîme des activités politiques qui sont représentées sur scène. Enfin, les femmes, le succès du mouvement, me semble-t-il, on peut le voir aussi parce que les suffragistes sont devenues de vraies héroïnes de la culture populaire américaine. Et donc, vous en avez un exemple ici, donc une bande dessinée qui est publiée à San Francisco dans le journal de San Francisco Call en 1913. On retrouve encore une nouvelle fois un homme perdu sans sa femme qui ne sait pas faire marcher, excusez-moi, qui ne sait pas comment faire pour amener son linge. Alors, vous avez... est-ce que vous savez qui c'est ? Est-ce que ça vous dit ? C'est quelqu'un de très connu. C'est un acteur américain très connu. C'est Chaplin, effectivement. C'est Charlie Chaplin. Alors, c'est je ne sais pas si c'est ses tout premiers rôles, mais en tout cas, c'est un rôle tenu par Chaplin. C'est un film qui s'appelle A Busy Day, et donc dans lequel il se travestit et joue une suffragiste. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui vous indique que c'est une suffragiste, sauf l'attitude de Chaplin, soi-disant pour faire rire le public. Et il me semble que c'est intéressant parce que ça montre aussi le fait que les Américains étaient capables de le voir sans que ça soit dit directement que c'était censé être une représentation de suffragistes. Alors, vous avez d'autres films comme Lively Affair. Donc, conscient de la valeur commerciale du droit de vote des femmes, des fabricants Flerer-Loben et vendirent, par exemple, toutes sortes d'autres produits dérivés qui n'étaient pas issus des associations elles-mêmes, mais ils vendaient donc des bonbons, des biscuits, etc. Donc, pour finir, je voulais parler de l'idée de la création d'une identité suffragiste. Donc, les suffragistes créent leur propre culture avec ces signes, les couleurs, les emblèmes, leurs drapeaux. Parfois, elles détournent des signes politiques états-uniens et se les réapproprient. Donc là, je vous en ai donné un exemple avec la Liberty Bell, qu'elle surnomme de Justice Bell. Donc, c'est une réplique, une
Une copie, merci beaucoup, une copie de la de Liberty Bell, donc qu'elle surnomme Justice Bell. Et là, donc, vous avez une suffragiste qui a fait le tour, c'est en Pennsylvanie, elle a fait le tour de tous les comtés de Pennsylvanie avec cette cloche, donc cette cloche de la liberté. Elle détourne les drapeaux américains, elle s'habille en soldat dans les costumes de 1776. Donc, il y a vraiment aussi des façons à la fois de créer une identité propre, mais aussi de détourner une certaine identité politique américaine. Il est à présent temps pour moi de conclure cette présentation. Donc, dans les années, j'espère vous l'avoir montré, dans les années entre 1890 et 1920, le mouvement suffragiste devient un mouvement de masse, un mouvement populaire, enfin, en tout cas un mouvement qui marque la culture populaire, qui mobilise des millions d'Américaines et d'Américains pour le droit de vote. Et selon moi, il y a une véritable culture politique suffragiste qui émerge avec son langage, ses signes, ses discours, ces objets, avec des supports sur des objets matériels, avec des pratiques et des comportements. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Alors le micro ne fonctionnant pas, à moins que j'utilise celui-là, mais dans ce cas-là, je vais priver la conférencière du micro. D'habitude, on a un micro baladeur, il n'est pas là. Est-ce que dans l'auditoire, nous avons des questions? Alors, une question. Allez-y. Oui. Ah. Oui, le jaune, c'est considéré comme la couleur du vote, en fait. Donc, alors, ce qui est intéressant, parce que quand on voit le... Voilà, en fait, j'ai oublié de vous montrer ça, mais c'était pour montrer, en fait, l'héritage des couleurs suffragistes dans la politique américaine aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre question, parce qu'elle me permet de revenir sur ça. Donc, je voulais vous montrer, vous voyez, vous avez, donc ça, c'est le discours de State, quand Trump a fait son discours de State of the... State of the Union. Et donc, les femmes sont venues habillées en blanc. Et puis, vous voyez Nancy Pelosi qui est au milieu, là à gauche. Elle porte un t-shirt violet. Et là, c'est Kamala Harris, le jour de la convention démocrate et le jour où elle a prêté serment, au moment de l'investiture. Donc, quelqu'un parlait de l'investiture tout à l'heure, oui, tout à fait. Elle porte du violet. Ce sont les couleurs suffragistes aussi. Donc, le blanc, en fait, les femmes, elles s'habillaient en blanc pour les manifestations. Alors, le blanc, c'était en fait une référence à la pureté des femmes aussi. En fait, au 19e siècle, je vous ai parlé du mouvement de la tempérance. La présidente de l'Association nationale pour la tempérance explique que le blanc, c'est le symbole des femmes, que c'est leur symbole de leur pureté et de leur supériorité morale. Donc il y a ce sens-là du blanc. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle s'habille en blanc parce que ça ressort sur les photos. Donc c'est une stratégie médiatique. Et puis il y a autre chose que j'ai appris très récemment, c'est qu'en fait, et contre toute attente, je ne savais pas, en fait, les habits blancs étaient souvent moins chers, pas chers. Et du coup, ça permettait à beaucoup de femmes de pouvoir s'acheter un habit blanc en fait. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons, elle s'habillait en blanc. Mais la couleur du suffrage, c'est le jaune, le violet. Et alors certaines associations reprennent le vert, qui est une couleur qui est utilisée par le mouvement en Grande-Bretagne. Mais certaines femmes américaines le reprennent, d'autres ne souhaitent pas reprendre ces trois couleurs blanc, violet, vert parce qu'elles sont trop associées au mouvement militant en Grande-Bretagne. Donc certaines suffragistes radicales américaines reprennent ces couleurs. Les suffragistes du National Women's Party, elles utilisent ces trois couleurs, mais pas forcément toutes les autres. Et donc le jaune est reconnu comme c'est la couleur du droit de vote aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune. Vous avez souligné la mise à l'écart des femmes de couleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis, vous avez aussi
confirmé une période forte d'industrialisation. Et j'aimerais savoir si les femmes ouvrières, au sein de leur entreprise, étaient mobilisées sur cette question ou écartées, ou voilà, elles avaient beaucoup d'autres à faire. Merci pour votre question. Alors, je vais commencer par répondre sur la question des femmes ouvrières. Donc, il y a des femmes ouvrières qui sont engagées dans la lutte, et ce, en fait, dès le 19e siècle. Par exemple, au moment des grèves ouvrières en 1830, dans les industries textiles à Lowell, dans le Massachusetts, vous avez déjà, en fait, des femmes qui discutent de la possibilité d'avoir le droit de vote pour pouvoir faire entendre leur voix. Donc, les ouvrières sont engagées depuis très longtemps dans le mouvement. Alors, plusieurs, et elles le sont aussi, évidemment, au début du XXe siècle, en tout le mouvement. Alors, la chose qu'il faut savoir, cependant, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la plupart de ces manifestations, elles ont lieu en journée. Or, beaucoup de femmes qui travaillent ne peuvent avoir accès à ces manifestations parce qu'elles sont au travail. Et donc, on retrouve en fait dans les archives des témoignages de femmes ouvrières qui expliquent qu'elles soutiennent le mouvement, mais elles ne peuvent pas y participer parce qu'elles sont occupées à travailler. Donc, il y a beaucoup de femmes, en fait, on parle souvent d'un mouvement de femmes de la classe moyenne, mais c'est aussi parce que ces femmes, elles ont le temps. Vous avez parlé de l'industrialisation, elles bénéficient d'un temps supplémentaire parce que dans les foyers, il y a de plus en plus de technologies qui permettent de passer moins de temps chez soi, ou alors aussi on achète de plus en plus de produits qu'on ne produit plus chez soi, comme le savon, ce genre de choses. Et du coup, les femmes ont du temps, les femmes de la classe moyenne et qui ont les moyens ont du temps pour s'engager, en fait. Il y a cette chose-là. Ensuite, certaines femmes ouvrières estiment que justement ces femmes qui sont engagées dans le mouvement pour le droit de vote, elles ne comprennent pas vraiment leur propre problématique et qu'elles ont tendance à prendre prendre le pouvoir dans les associations, alors qu'elles ne comprennent pas vraiment la réalité de leur vie en tant qu'ouvrières. Donc certaines femmes vont préférer de s'engager dans les syndicats, même si en fait les femmes vont essayer de créer leur propre syndicat. Et donc, à travers ces syndicats, les ouvrières militent. Et parfois, il y a des coopérations qui ont lieu entre les mouvements suffragistes et les mouvements ouvriers. Je vais vous en donner deux exemples. Il y en a un exemple en Californie où Maud Younger va en fait créer un syndicat suffragiste, et donc qui était vraiment un essai d'avoir à la fois cette alliance en fait entre des femmes, entre le droit de vote et les questions ouvrières. Ensuite, vous avez des femmes socialistes. Dans les mouvements ouvriers, vous avez des femmes socialistes, voire anarchistes, qui estiment qu'en fait, le combat pour le droit de vote n'est pas vraiment le vrai combat à mener, ou bien qu'il faut une révolution, qu'il ne faut pas que le droit de vote, c'est une façon de garder un certain statu quo qu'il faudrait renverser. Donc j'ai oublié de vous donner un deuxième exemple. Il y a un exemple à New York, Harriet Stanton Blatch, elle va essayer de créer aussi également une alliance entre les femmes ouvrières et les suffragistes. Alors il y a des alliances. Il y a un exemple en fait, vous savez, au début des années 1910, il y a beaucoup de grèves dans la confection à New York, et en fait les suffragistes vont rejoindre le piquet de grève. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait leur présence quelque part protège les ouvrières, parce que ce sont des femmes considérées comme des femmes de la classe moyenne, et du coup, les ouvrières racontent que, quelque part, leur présence les protège parce qu'elles sont moins brutalisées par les forces de l'ordre si les suffragistes sont avec elles. Donc, elles travaillent ensemble. Mais finalement, cette alliance, elle n'est que temporaire et ça ne dure pas parce que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les ouvrières ont parfois l'impression que leurs intérêts ne sont pas les mêmes, même si parfois ils peuvent se croiser, elles peuvent militer ensemble. Voilà pour la question sur les croisements et les possibles alliances ou mésalliances entre les deux mouvements. Pour la question des femmes noires, donc je l'ai expliqué en introduction, il y a vraiment déjà une histoire derrière cette question qui est celle de l'abolitionnisme en fait, et du fait que le mouvement pour le droit de vote des femmes, ses origines sont très fortement liées à l'abolitionnisme aux États-Unis. Et puis, donc, il y a eu la question de la guerre de sécession qui a vraiment fait éclater ces alliances très importantes entre les abolitionnistes et celles et ceux qui soutiennent les droits des personnes noires et celles et ceux qui souhaitent d'abord mettre en avant les droits des femmes et
celle des femmes blanches. Donc, il y a un petit peu cette histoire qui se joue. Et puis, au tournant du XXe siècle, donc au début du XXe siècle, il ne faut pas oublier que c'est une période d'impérialisme. Si je veux parler plus généralement des questions, c'est une période impérialiste puisque les États-Unis, donc avec la guerre d'Espagne en 1898, ils récupèrent Guam, Porto Rico, les Philippines, et que la question des droits des personnes dans ces pays se pose. Et donc, il y a aussi tout un discours sur les droits des personnes blanches. Alors, donc là, il y a une espèce de congruence entre cet espace impérialiste et un moment où, en fait, je l'ai dit en introduction, c'est une période aussi de violence extrême à l'encontre des personnes noires aux États-Unis, notamment dans le Sud. Plessy versus Ferguson, c'est en 1896 qui entérine la ségrégation comme quelque chose dans la Constitution, enfin qui fait partie de la Constitution américaine, enfin qui n'est pas contre la Constitution américaine, pardonnez-moi ma formulation malheureuse. Et donc, il y a ça se passe. Et aussi, c'est aussi une période où les suffragistes veulent créer des alliances avec les femmes du Sud. Et donc, elles vont, pour certaines, abandonner complètement les femmes noires et décider de créer des alliances avec les femmes du Sud. Alors, il y a aussi des femmes, bien sûr, qui s'opposent à cela et qui continuent à essayer de militer ensemble. Vous avez des femmes noires qui continuent à essayer d'aller, par exemple, Mary Church Terrell, elle essaie de continuer à aller dans les associations féministes blanches pour faire porter sa voix, pour essayer de continuer à travailler ensemble. Vous avez des exemples à New York où vous avez des associations qui essaient de travailler ensemble, mais en fait, le problème qui se pose, comme un petit peu, si vous voulez, avec la question des femmes ouvrières, c'est que les femmes blanches comprennent pas forcément la spécificité de la position des femmes noires, ou au moins ne les écoutent pas, ou ne sont pas sensibles au fait que les femmes noires leur expliquent qu'elles sont non seulement victimes d'une oppression liée à leur sexe, mais aussi liée à leur couleur de peau, à leur race. Donc, donc ces questions se posent au tournant du siècle. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'avais une petite question plutôt de vocabulaire. Vous employez systématiquement le terme de suffragiste. Je me demandais si le terme de militante, par exemple, posait problème pour parler des femmes aux États-Unis, peut-être par la dimension violente qui sous-tend le terme en tout cas. Oui, alors, plusieurs choses. Donc, le terme alors déjà, en fait, le terme militant en français, il n'a pas le même sens qu'en anglais, parce que militant, en anglais, c'est radical. Moi, j'aurais tendance à le traduire par militante radicale. Et sinon, on peut utiliser le terme d'activiste, je pense. Vous l'aurez remarqué, je fais beaucoup de franglais. J'ai l'impression. Mais donc, pour répondre à votre question sur le terme suffragiste, moi, c'est délibérément que j'utilise le terme suffragiste, parce qu'en fait, le terme suffragette, il existe à l'époque, mais en fait, il est utilisé pour ridiculiser les femmes. Donc, en fait, le terme suffragette, il apparaît d'abord dans le Daily Mail en Grande-Bretagne en 1906, et la même année, le New York Times publie un article qui s'appelle « Les nouveaux mots à employer ». Il y a le terme suffragette, et la définition, c'est une femme qui devrait avoir plus de bon sens. Donc c'est clairement un terme qui est utilisé pour se moquer ou ridiculiser le mouvement. Et donc les femmes américaines n'utilisent pas ce terme, sauf quelques-unes. Il y a un exemple assez notoire qui est en fait une Anglaise d'ailleurs, qui est à New York au début du XXe siècle et qui en 1905 lance un petit peu plus tard, pardonnez-moi, je crois vers 1907, qui lance une nouvelle organisation qu'elle appelle The American Suffragette. Et c'est vraiment là une revendication d'un héritage anglais, d'un héritage militant peut-être un petit peu plus justement radical, un petit peu plus... radicale parce qu'en fait c'est une des premières à organiser des réunions en plein air. Alors ça se faisait pas du tout à l'époque et ça fait scandale, c'est une des premières à le faire. Donc il y a vraiment cette idée de l'image de la suffragette, donc un héritage anglais qui n'est pas forcément perçu. Donc si jamais vous rencontrez le terme dans les textes américains, parfois ça peut avoir un sens un petit peu ironique, moqueur, pas toujours.
hein, parce que les termes circulent et on se les approprie parfois. Donc il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le terme suffragiste qui n'existe pas en français, parce qu'aux États-Unis, on fait la différence entre suffragists et suffragettes, et que le terme suffragette ne rend pas compte, en fait, il me semble, en français, de cette différence. Donc, si jamais vous souhaitez utiliser le terme, je pense qu'il faut faire une note de bas de page, essayer d'expliquer pourquoi on utilise ce terme de suffragiste, en tout cas. Mais vous avez raison qu'on peut dire militante, parce que militant en français, ça a un sens assez neutre. C'est quelqu'un qui s'engage dans un mouvement. Donc, toutes les suffragistes sont militantes, en fait. Elles rentrent dans des mouvements pour militer pour le droit de vote. Je vous en prie. Et c'est vrai que dans les images, en fait, qu'on a vues, les images contre les femmes, c'est le terme de suffragette qui est utilisé. Hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mais en revanche, le britannique, oui, parce que le film, justement, c'est Sarah Gavran, je crois, s'appelle Suffragettes. Oui. Le film britannique. Oui. Et le film anglais, américain, c'est Iron Jawed Angels. Enfin, un des films qui a été fait qui est en fait une expression qui renvoie aux militantes radicales du National Women's Party. C'est un film avec Hilary Swank que je n'ai pas vu. Paraît-il, je crois que les historiennes et historiens disaient qu'il était problématique à bien des égards. Mais je l'ai pas vu. Alors, tant que j'ai le micro, j'en profite pour poser 2 questions. Après, on pourra redonner le micro. La première, c'est concernant la carte qu'on a vue au tout début. C'était vraiment intéressante. Comment est-ce que les historiens expliquent le fait que le droit de vote ait été accordé la première fois, si j'ai bien lu, en 1893 dans le Colorado, et la deuxième fois en 1896 dans l'Utah. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le droit de vote est accordé avant tout à l'ouest, dans des territoires où les femmes sont peu nombreuses. Et peut-être que ceci explique cela, je ne sais pas. Il y a un ouvrage qui a été publié en 1965 qui s'appelait The Puritan Ethics of Women's Suffrage et qui essaie de montrer en fait que effectivement dans ces États-là, c'était parce que aussi c'était des États où il n'y avait pas la structure politique de l'Est et que du coup il y avait une espèce de... Enfin, on a même dit aussi que c'était une façon d'attirer les femmes, en fait, dans ces États-là, de promettre le droit de vote. Alors, il y a 2 ouvrages qui ont été publiés sur la question plus récemment et qui tendent vraiment à avoir une vision un petit peu plus nuancée de ces questions-là. Donc, c'est Rebecca Mead et Sarah Egger qui ont publié sur cette question et qui expliquent qu'en fait, c'est à la fois... alors, il y a à la fois des mouvements, en fait. Elles expliquent qu'en fait, il y a des mouvements de suffragistes dans ces États-là, et ça, il ne faut pas l'oublier, que ce sont des femmes, d'abord, en fait, qui s'engagent pour demander leurs droits, et que, en fait, ce sont des dynamiques politiques locales qui peuvent expliquer, en fait, pourquoi est-ce que les femmes ont le droit de vote, avec notamment, par exemple, des tensions entre le Parti démocrate et le Parti républicain, qui font que... parce que, finalement, il y a aussi cette question que ça se pose au niveau fédéral à la fin des années 1910, que le droit de vote va arriver et que d'un coup les partis se rendent compte que les femmes vont avoir le droit de vote et qu'il faudrait se précipiter pour avoir le soutien des femmes. Donc c'est aussi et puis il y a le rôle dans les années 1890, il y a le rôle des populistes aussi dans ces États de l'Ouest, qui ont aussi une influence sur ces dynamiques. Donc c'est vraiment des questions politiques locales importantes. Ouais. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Moi, je voulais voir si on pouvait revenir sur ce que tu disais sur la représentation genrée de la nation. Et cette idée que la féminisation de la nation devient une menace un petit peu, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce qu'il y a des allégories de la nation qui pendant longtemps ont été des allégories féminines, et il y a clairement quelque chose qui se joue à la fin du 19e, au début du 20e, où la nation, la bonne nation, elle est virile en fait, et qu'il va y avoir un risque de féminisation. C'est exactement ce que tu viens de dire. Merci de ta question. C'est exactement ce que tu viens de dire, parce que donc il y a un ouvrage, si vous vous intéressez à cette question, qui est vraiment excellent,
blanc, qui est l'ouvrage de Gail Bederman, Manliness and Civilization, qui revient en fait, donc, excusez-moi, j'ai parlé un petit peu vite, Gail Bederman, qui s'appelle Manliness and Civilization. Et dans cet ouvrage, en fait, elle montre justement la congruence entre le nationalisme, le genre et les questions raciales. Et elle prend son ouvrage, il commence par Roosevelt, où elle, donc c'est parce que parce qu'elle parle vraiment de la question de l'impérialisme et Roosevelt qui vient un petit peu le premier président Roosevelt, président de 1901 à 1908, qui a fait campagne dans la guerre hispano-américaine en 1898. On l'appelle le Rough Rider et qui représente un petit peu cette masculinité triomphante, virile. Il adore la chasse. Vous savez que Teddy Bear, ça vient de Roosevelt, parce que donc il aimait beaucoup la chasse. Donc il représente un petit peu cette image très viriliste, masculine et viriliste en fait de la nation américaine, à comprendre aussi dans un sens impérialiste, où j'ai évoqué donc l'entreprise de colonisation, où justement les peuples colonisés, c'est eux qui sont après féminins en fait. Et du coup, donc il y a cette image de la nation comme nation masculine et du coup, cette image donc le Sam en femme, il prend tout son sens dans une dynamique de genre, mais aussi une dynamique raciale en fait, qui est sous-entendue derrière ça, puisque la féminisation, ce sont les non-blancs. Donc il y a aussi toute cette question à voir dans cette image. Merci de m'avoir permis de revenir là-dessus. Merci. Oui, comment ces femmes s'adjoignent-elles le soutien des hommes ? Il m'a semblé voir un moment dans le restaurant là, la mention « for men ». Oui, oui. Merci de votre question. Alors, je l'ai dit un petit peu dans ma présentation qu'elles essaient de faire un lobbying patient auprès des parlementaires et des hommes, enfin des parlementaires en tout cas, parce que ce qui les intéresse, c'est qu'on vote le droit, qu'on vote en faveur du droit de vote des femmes. Donc, elles font pression auprès d'hommes politiques, majoritairement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. La première femme au Congrès, c'est Janet Rankin en 1916. Donc, le Congrès, c'est quand même majoritairement masculin. Et le président est un homme aussi. Et donc, elles essaient patiemment, donc elles parlent d'éduquer les hommes au bien fondé du droit de vote. Donc, elles ont des arguments pour essayer des arguments politiques et idéologiques, pour essayer de dire que le droit de vote, c'est une bonne chose. Et puis, à côté de ça, il y a des hommes qui vont s'engager aussi pour soutenir le droit de vote. Ce ne sont pas que des femmes, mais vous avez des associations d'hommes qui apparaissent à la fin, qui existent au 19e siècle et qui se développent beaucoup au début des années 1910 aussi. Et donc, vous avez des hommes qui organisent des parades, des manifestations. Vous avez, par exemple, à New York, beaucoup d'intellectuels qui sont engagés dans ces mouvements-là. Et alors, parfois, ils sont ridiculisés, mais pas toujours. Et puis, donc, vous avez beaucoup de... vous avez des hommes qui sont aussi engagés aux côtés des femmes dans ces mouvements. Alors, pas dans les mouvements, ils créent souvent leurs mouvements à part, ce qui est aussi intéressant, parce qu'il y a vraiment aussi, pour les suffragistes, la volonté de montrer qu'en tant que femmes, elles sont capables de diriger un mouvement. Donc, je trouve que ça, c'est une question intéressante aussi, en fait, qui, à mon avis, j'espère que j'ai réussi à le montrer, qui fait partie de leur stratégie, de dire qu'en tant que femmes, si elles sont capables de diriger un mouvement si organisé et si minutieusement planifié, c'est aussi une façon de montrer qu'elles sont dignes d'entrer en politique, parce qu'elles ont un vrai savoir-faire politique. Et de fait, elles l'ont, en fait. Parce que c'est faire de la politique que d'être dans ces mouvements-là. Donc, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Peut-être un petit regard comparatif de l'accès au droit de vote des femmes entre l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique. Mm-hmm. Alors, je connais assez peu je ne suis pas spécialiste de l'Europe occidentale. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui. Alors,
pour répondre à votre question, je vais peut-être vous parler un petit peu des croisements, parce qu'en fait, le droit de vote, c'est un mouvement transnational, en fait, et cela dès le 19e siècle. Ça, il faut bien le savoir, en fait. Dès le milieu du 19e siècle, au moment où les femmes s'engagent dans les mouvements de réforme, il y a des échanges internationaux. Les femmes se rendent visite, elles se lisent, elles s'écrivent, elles ont connaissance des mouvements des unes des autres. Donc, dès le départ, en fait, c'est un mouvement qui est transnational, donc qui est voilà. Alors évidemment, il y a peut-être des alliances ou si vous voulez des alliances un petit peu plus proches entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, puisqu'il y a cette histoire commune qui est souvent mise en avant. Donc, vous avez les Américaines qui vont en Grande-Bretagne, et pour beaucoup d'Américaines de cette nouvelle génération qui a à peu près 20 ans en 1910, elles sont allées en Grande-Bretagne, et c'est là qu'elles ont découvert le mouvement. Et beaucoup de militantes racontent, parce qu'elles sont souvent de classe moyenne, éduquées, et donc, au cours de leurs études, par exemple, elles vont en Europe, et notamment en Grande-Bretagne, et c'est là qu'elles découvrent le mouvement. Et donc, elles reviennent aux États-Unis, et c'est pour ça qu'en fait, vous avez ces militantes dites radicales. Pour beaucoup, en fait, ce sont des jeunes femmes qui sont allées en Angleterre, qui ont été absolument soufflées par la force du mouvement des Pankhurst en Grande-Bretagne, et qui veulent importer ce mouvement aux États-Unis. Et il y a une remarque très importante d'une suffragiste qui s'appelle Ina Sarwin, et qui raconte, elle a dit: quand j'ai vu la première Britannique jeter une pierre, mon cœur est parti avec. Et ce elle dit, j'en avais assez de cette patience féminine. Il fallait qu'on attende bien sagement qu'on nous donne le droit de vote. Moi, j'avais envie d'agir, j'avais envie d'être dans une dynamique plus forte. Donc c'est intéressant, parce que ça montre cette inspiration anglaise. Alors les Anglaises aussi viennent aux États-Unis. Les Pankhurst viennent aux États-Unis. D'ailleurs, elles sont empêchées d'entrer il y en a une qui est retenue à Ellis Island en 1913, et c'est le président Wilson qui va lui permettre d'entrer sur le territoire américain, parce qu'elles sont considérées comme des dangers pour la nation américaine. Et d'ailleurs, les journaux de l'époque publient beaucoup sur les frasques des suffragistes britanniques, et les Américaines ont très souvent peur quand ils lisent ces Britanniques qui mettent le feu aux boîtes aux lettres, qui détruisent la propriété, attention. Donc il y a tout un imaginaire aussi autour du mouvement britannique qui est important aux États-Unis. Donc il y a ça, puis il y a un mouvement transnational qui n'est pas seulement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, en fait, les femmes se rencontrent en Europe et ailleurs, d'ailleurs. Et en 1904, vous avez la création de International Women's Suffrage Alliance. Et donc, ça regroupe en fait des associations de suffragistes majoritairement en Europe occidentale et aux États-Unis. Et en fait, elles se rencontrent tous les ans. Elles ont un journal qui s'appelle le Youth Suffragi, dans lequel elles publient en fait des comptes rendus de leurs activités. Donc il y a un très très fort mouvement international qui finalement va perdre un petit peu de vigueur au cours de la Première Guerre mondiale. Et puis pour parler plus spécifiquement de la France, puisque je suis en train de travailler pour un projet sur les archives. Alors c'est là où j'ai commencé un petit peu à creuser la question en France. Et alors j'ai appris que en 1926, il y a Marthe Bray, qui est donc une grande suffragiste française, qui organise une tournée de la France où elle parle de Paris et elle va jusqu'à Biarritz. Et en fait, elle est sponsorisée par des suffragistes américaines, par Carrie Chapman Catt et Ava Belmont. Et en fait, elle va aussi s'inspirer de méthodes américaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des circulations de méthodologies, d'images, de savoir, de discours entre différents pays. Et alors, pour la question internationale toujours, vous avez Carrie Chapman Catt, donc, qui est à la tête de l'organisation nationale, mais qui, en 1911, va entreprendre un voyage autour du monde. En fait, elle est la présidente de l'Organisation internationale pour le droit de vote, et elle part de New York en 1911 et elle fait le tour du monde. Elle va en Europe d'abord, et puis après elle va au Moyen-Orient, elle va en Inde, elle va en Chine, elle va jusqu'au Japon. Et il y a un ouvrage qui est paru l'année dernière sur les rapports entre l'Australie et les États-Unis. Qui parle du progressisme entre l'Australie et les États-Unis, qui parle des échanges concernant le droit de vote entre ces deux pays. Donc c'est vraiment une question très, très, très vaste et importante à creuser aussi, que ces mouvements avaient vraiment, comme d'autres mouvements à l'époque, les mouvements ouvriers, les mouvements pacifistes, il y a vraiment une dynamique transnationale dans ces mouvements-là. Je vous en prie. Écoutez, on va prendre une dernière question, parce qu'on ne voudrait pas abuser non plus.
Oui, mais néanmoins, Claire Delahaye est avec nous depuis 16h30, car, chose que vous ne savez peut-être pas, elle a assuré une première conférence de 16h30 à 17h45 à l'attention donc de lycéens. Voilà. Alors, une dernière question. Alors bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Donc on a pu voir que c'est un mouvement qui était très organisé et avec des manifestations assez remarquables. Et je voulais savoir, en plus des produits dérivés qui étaient vendus à l'effigie du mouvement, quelles étaient les autres sources de fonds? Parce que vous avez mentionné que du coup des suffragistes ont financé le mouvement en France, mais la question que je me pose, c'est où est-ce qu'elles trouvaient des fonds aussi imposants en fait? Ouais. Merci beaucoup de votre question. Alors, il y a un livre qui a été publié en 2017 de Newman, j'ai oublié son prénom, qui est en fait sur les femmes de la bonne société new-yorkaise qui ont commencé à financer le droit de vote. Et il y a un article qui est publié dans The Delineator en janvier 1910, par une certaine Potter, P-O-T-E-R, qui parle des femmes riches qui commencent à s'intéresser au mouvement. Et alors, c'est un article qui est vraiment intéressant parce que en fait, ça parle de Newport, qui est en fait la station balnéaire des cossus des New-Yorkais à l'époque. Et donc, elle dit, cette phrase où elle dit « Le mouvement pour le droit de vote est en mousseline et en soie ». Et donc, elle raconte en fait une grande conférence suffragiste qui est organisée par Alva Belmont. Alva Belmont, c'est une femme qui est très, 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 très riche, qui a donc aussi financé le mouvement français, comme vous avez pu l'entendre, parce qu'en fait, à la fin de sa vie, elle habite à Paris, en fait. Elle a un hôtel particulier à Paris, pas qu'à Paris d'ailleurs. Mais donc, elle avait épousé un Vanderbilt, et donc dont elle a divorcé. Elle est très, très riche, et en fait, notamment parce qu'elle a été ostracisée par la bonne société pour avoir divorcé, elle s'investit beaucoup dans le mouvement pour le droit de vote. Et donc, elle va donner énormément d'argent à l'association radicale National Women's Party. Elle va donner une somme incroyable, ça se compte en millions de dollars, en fait, ce qu'elle va leur donner. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet investissement des femmes de la bonne société, comme on dirait en anglais, there are strings attached. Et ça crée des dissensions au sein des mouvements. Parce qu'en fait, ces femmes de la bonne société ou de la haute société, puisqu'elles vont financer le mouvement, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes aussi pour d'autres associations qui vont donc donner de l'argent. Et ça crée des tensions parce que justement, certaines suffragistes estiment que c'est pas parce qu'elles ont donné de l'argent qu'elles doivent décider des stratégies à appliquer. Mais l'article, il est vraiment très intéressant parce qu'il montre... Il montre en fait, quelque part, il dit que finalement, c'est vraiment que le droit de vote va arriver si les femmes de la bonne société s'y intéressent. Alors, bien sûr, si vous avez lu le livre de Susan Marshall sur les femmes contre le droit de vote, elle étudie les femmes dans l'État du Massachusetts et en fait, elle montre que dans l'État du Massachusetts, ce sont justement les femmes qui font partie de la bonne société qui sont contre le droit de vote. Parce qu'elles trouvent que le droit de vote serait en fait... une atteinte à leur pouvoir politique qu'elles ont déjà, parce qu'elles font partie de la bonne société par leur classe, éventuellement leur mari, et donc elles ont un pouvoir en fait politique, et elles craignent en fait une démocratie plus représentative qui mettrait à mal leur pouvoir. Donc c'est pas le cas de ces femmes de la bonne société. Et puis donc outre ces femmes qui vont financer le mouvement de façon importante, évidemment c'est un mouvement aussi qui est financé vraiment par la base. Donc, vous avez parlé tout à l'heure effectivement des produits qu'elles vendent pour financer la cause, mais vous avez aussi beaucoup, ce qui est intéressant quand on regarde les archives, c'est que vous avez des donations de partout et des petites sommes en fait, comme tout mouvement, vous avez des gens qui sur le terrain récoltent de l'argent et des gens qui vont donner un tout petit peu d'argent, mais c'est aussi comme ça qu'on fait un mouvement en fait. Et ce qui montre aussi la force du mouvement, du nombre de personnes qui participent. Merci Claire, le timing est parfait. Il est 20h. Et voilà, donc un grand merci. Merci à vous toutes et tous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.